recevoir ce soir dans le cadre des activités de la médiathèque Alliance Baron Edmond Rothschild pour cette présentation de livre, du nouveau livre de Michel Abitbol. Alors c'est pour moi un immense plaisir de le recevoir ce soir et je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement. C'est une vieille histoire entre Michel Abitbol et l'Alliance, puisqu'il me rappelait qu'il a été élève de l'Alliance, mais également élève de ce bâtiment quand ça s'appelait encore l'école normale israélite orientale, comme un certain nombre d'entre vous ce soir. Nos liens avec lui sont évidemment extrêmement anciens, puisque, alors je rappellerai quelque chose d'assez récent, mais Michel Abitbol a été l'un de ceux qui ont écrit le livre d'histoire de l'Alliance israélite universelle à l'occasion du 150e anniversaire de notre belle institution. Donc des liens anciens également avec la bibliothèque de l'Alliance que Michel a beaucoup fréquenté, fréquente toujours beaucoup. Et puis pour un titre un peu plus personnel, je dois dire que je suis un peu ému ce soir, parce que Michel Abitbol a été l'un des membres du jury de ma thèse il y a 3 ans, donc le recevoir ici est vraiment pour moi un très grand honneur. Alors, Michel Abitbol va nous présenter ce soir un livre assez incroyable, Histoire des Juifs de la Genèse à nos jours. Quand j'ai vu la première fois qu'il y avait eu une publication d'une telle ampleur avec un titre pareil, j'ai un peu cru à une plaisanterie. Quelqu'un allait se lancer dans quelque chose que personne n'avait fait depuis fort longtemps, et les essais qui avaient été faits n'étaient pas toujours très concluants, parce que réussir, une seule personne qui réussit à écrire une histoire du peuple juif sur quelques milliers d'années, ça fait toujours un peu peur, surtout à l'historien que je suis, et qui se contente en général d'étudier 3 ou 4 années et qui est persuadé après d'avoir fait un travail monstrueux, parce qu'il a étudié en fait 3 ou 4 années de l'histoire, non pas de l'humanité, mais du peuple juif, non même pas d'une petite communauté au fin fond de je ne sais quel pays, et qui a l'impression qu'il a déjà fait l'œuvre de sa vie. Alors comme ça, l'histoire d'un peuple sur 2000 ans, ça paraît toujours surprenant. Et puis je me suis souvenu après que Michel Abitbol avait participé à une autre histoire universelle des Juifs, si je me souviens bien du titre, dirigée à l'époque par Elie Barnavi. Et puis après, j'ai quand même beaucoup lu Michel Abitbol au cours de mes études d'histoire, et c'est toujours celui qui a écrit sur des thèmes qui, avant, nous paraissaient absolument incroyables et des fois peu dignes d'intérêt, et après l'avoir lu, on se disait, mais comment personne n'y a jamais pensé avant? Le livre qui m'a le plus marqué, évidemment, mais vous allez dire que je suis monomaniaque, c'est évidemment lui qui a écrit la première synthèse sur l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a été l'un des grands thèmes, et c'est un livre qui demeure encore aujourd'hui une référence incontournable pour un sujet qui est traité en Israël, en France, en Afrique du Nord, même par des historiens, mais à l'époque, c'était la première fois que quelqu'un en parlait. Il y a eu aussi, alors ça m'intéresse particulièrement, un livre sur les Juifs de France et le sionisme. Et puis, plus récemment, alors je ne sais pas, une histoire du Maroc. Oui, une histoire de tout ce pays en 2009 publié, et là encore une synthèse magnifique et un livre absolument incontournable. Donc maintenant, une histoire du peuple juif. Je ne sais pas quel sera le prochain ouvrage, Michel. Peut-être une histoire de l'humanité. Je pense qu'il n'y a plus que ça pour vous. Mais en tout cas, alors bon, donc comme historien, évidemment, j'ai lu ce livre et j'ai été très impressionné. Donc je voulais d'abord vous remercier de l'avoir écrit, parce que ça va nous servir de base pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des Juifs d'une manière ou d'une autre en langue française. Il nous manquait un tel ouvrage. Donc encore merci vraiment pour ce que vous avez fait, et je vous laisse la parole. Mon prochain livre sera sur le livre. Tout d'abord, merci d'être venu et merci de m'avoir invité. Je suis comme, vous savez, ces artisans, ces ouvriers qui, pendant des années de leur vie professionnelle, ont travaillé sur un outil, sur une pièce, et puis qui rêvaient toujours de voir tout l'objet de cette pièce, de tout l'objet auquel appartenait cette pièce. Et c'est ce qui m'est arrivé, ça fait déjà une trentaine d'années, un peu plus déjà, que je travaille sur l'histoire des Juifs, l'histoire des Juifs en Afrique du Nord, l'histoire des Juifs en Orient, l'histoire des Juifs en France. Et depuis des années, je voulais vraiment insérer ces histoires partielles dans leur globalité, à savoir dans l'histoire des Juifs dans le monde. Pour une raison assez simple, dès le départ, mes débuts professionnels,
j'ai toujours su que même s'il y avait différentes histoires des Juifs, même s'il y avait différentes communautés juives ou différentes périodes de cette histoire des Juifs, toutes ces périodes, toutes ces communautés, toutes ces différentes histoires étaient connectées, et puis donc il fallait, en tout cas de mon point de vue, essayer d'entrer dans le vif du sujet. Je ne vous cacherai pas non plus qu'il y a eu aussi une autre raison plus prosaïque que celle-là, mais bon, je dirais même plus énervante, pour ne rien vous cacher. Il y a quelques, je sais pas, 3-4 ans, un livre démentant ou niant l'existence du peuple juif a connu un succès fou dans ce pays. Et puis, je voulais tout simplement voir si vraiment ce livre avait une assise quelconque ou pas. Et donc, mon livre, sans pour autant être une réponse, mais je crois qu'à travers ce livre, j'ai au moins démontré, ou c'est ce que j'espère faire, l'existence d'un peuple juif. Cette histoire des Juifs est un chantier à jamais inachevé, comme les histoires des grands peuples, comme les histoires des grands pays. Et l'histoire des Juifs est toujours en rénovation, en mouvement, et bien qu'elle ait été jalonnée d'ouvrages indépassables, qu'il s'agisse des vieux ouvrages de Gretz, de Dubnov, de Salo-Baron, Ben-Sion de Dinour, et plus près de nous, Ben Sasson, Eppinger, Léon Poliakov. Et à l'ombre de ces grands ouvrages ont proliféré d'autres études, non moins importantes, des études que l'on publie pratiquement tous les mois, toutes les semaines, qu'il s'agisse d'articles, d'encyclopédies, de monographies. Et ces études remplissent à perte de vue les rayonnages de toutes les bibliothèques, et notamment la merveilleuse bibliothèque de l'Alliance israélite universelle. C'est que pourquoi toutes ces publications, cette multitude de publications, c'est que d'une période à l'autre, les circonstances changent, les idéologies aussi, et nos sensibilités aussi, ainsi que nos problématiques. Et comme vous savez, c'est l'expérience du présent qui éclaire toujours d'un jour perpétuellement nouveau notre vision du passé. Et ce livre, en fait, que j'ai écrit et qui me vaut vraiment le plaisir d'être parmi vous, n'est rien d'autre qu'une sorte de synthèse ou un état des lieux de la recherche actuelle sur les Juifs, cette recherche à laquelle moi-même j'ai contribué dans certaines parties, et puis surtout à la recherche actuelle sur les Juifs réalisée par mes collègues israéliens qui, depuis au moins une cinquantaine d'années, ont renouvelé entièrement notre connaissance. Mais une recherche à laquelle aussi ont participé des historiens français, des historiens américains, britanniques et d'autres. Mon point de vue de départ, c'est que l'histoire des Juifs est une histoire comme les autres. Une histoire comme les autres, à savoir, c'est une histoire qui se fait avec les mêmes sources historiques. C'est une histoire qui répond aux mêmes interrogations que n'importe quelle autre histoire. Et c'est une histoire où les Juifs, exactement comme l'histoire de France, comme l'histoire de l'Angleterre, ne sont pas que des objets, c'est aussi des sujets qui, à travers l'histoire, ont écrit leur propre scénario, si je puis dire, à savoir l'histoire que j'essaye d'écrire n'est pas une histoire victimaire, n'est pas une histoire lacrymale, c'est une histoire de Juifs maîtres de leur destin et qui ont pris des décisions, des choix, et parfois même dans les pires décisions de leur vie, comme par exemple, et je commence notamment en analysant ces deux grands événements qui ont failli faire disparaître les Juifs à travers le monde, à savoir la révolte de Bar Kokhba et auparavant la destruction du temple, la révolte de Jérusalem. Ces deux événements n'ont pas été l'œuvre aveugle du destin, sauf bien sûr si on a une vision religieuse de l'histoire.
Mais ces événements ont été provoqués sciemment par une minorité de fous de Dieu, si je puis m'exprimer ainsi, qui, en toute conscience, n'avaient que dédain pour les conditions géopolitiques de l'époque. Et je vous invite tout simplement à nous laisser emporter, à vous laisser emporter par les vagues de l'histoire fiction. Et imaginons ces zélotes baisser les yeux et ranger les armes lorsque un personnage étonnant, Agrippas II, le dernier roi de Jérusalem, n'est-ce pas, est venu ou a essayé de les dissuader et de rentrer chez eux. Dieu même est pour les Romains, s'est écrié Agrippas, le petit-fils de Hérode, n'est-ce pas, en éclatant en sanglots. C'est pourquoi il leur a conseillé à ces zélotes, il est bon, mes amis, il est bon, pendant que le bateau est encore au port, de prévoir la tempête prochaine et de ne pas lever l'ancre pour aller à sa perte, au cœur des tempêtes. Il en va non seulement de la survie des habitants de Judée, de la préservation du temple, mais aussi de l'avenir des Juifs de la diaspora. Car il n'est pas un peuple qui ne possède quelques éléments de notre race. Or, tous ces Juifs, si vous mettez en guerre, vos adversaires vont les massacrer. Et alors, pour la décision inconsidérée de quelques-uns, toutes les cités seront remplies de sang juif. Car, auparavant, il a souligné, Dieu même est pour les Romains. Ces Juifs étaient éparpillés bien avant la destruction du Temple, dans tout le bassin méditerranéen, en Asie mineure, et puis de proche en proche dans les 5 continents. Les Juifs, dira Fernand Braudel, qui ne les aimait pas beaucoup, n'est-ce pas, sont comme autant de fines gouttelettes d'huile sur les eaux profondes des autres civilisations. La force des Juifs et leur pérennité tiennent à ce qu'ils ont refusé obstinément de se diluer complètement, tout en s'adaptant rapidement aux conditions politiques et sociales qui leur ont été imposées ou offertes à travers les âges. Ainsi, les Juifs, dès le Moyen-Âge, ont parlé, écrit, pensé dans des langues multiples, développé des traditions variées et adopté des modes de vie différents au contact des peuples, des religions et des empires qui ont façonné l'univers depuis l'Antiquité. Qu'ils soient levantins et maghrébins arabophones, séfarades et maranes hispanophones et ashkénazes et yiddishophones, leurs chemins se sont toujours croisés, au hasard des migrations et des expulsions, que ce soit à Istanbul, Salonique, Smyrne, Alep, Safed et Jérusalem, ou à Venise, Pise, Livourne, Amsterdam, Hambourg et Londres, et même à Cracovie, Vienne et Budapest. S'enflammant tous pour les mêmes utopies messianiques, l'une des plus incandescentes aura été l'utopie sabbatéiste au milieu du XVIIe siècle, et s'efforçant de mettre en harmonie leurs codes rituels, le Shulchan Aruch de Joseph Caro et le Mappa, n'est-ce pas, qui est le supplément ashkénaze du Shulchan Aruch de Moïse Isserles, les Juifs accourent les uns au secours des autres, comme lors des massacres cosaques de Bogdan Khmelnytsky en 1648, pour éviter la captivité à des coreligionnaires étrangers faits prisonniers ou vendus en esclavage loin de leur pays. Et même si les pauvres des uns ne sont pas toujours les bienvenus chez les autres, à Bordeaux et à Amsterdam notamment, ils veillent ensemble au bien-être des Juifs de Terre Sainte et à l'entretien des yeshivot de Jérusalem, Hebron, Safed et Tibère. Ne cessant d'échanger entre hommes, livres, chants liturgiques et idées, ils ont tout compte fait le sentiment jusqu'au seuil de l'ère moderne de partager les mêmes valeurs issues d'une source commune, la halakha, la loi religieuse et ses ramifications qui ont garanti la pérennité de l'identité juive et la cohésion socio-culturelle des Juifs par-delà les vicissitudes historiques et les différences de milieux et de culture. Une conscience historique aiguë, forgée depuis l'époque du Second Temple, et une identité religieuse immuable, enchevêtrement touffu de rites usuels, de dogmes juridiques, de croyances messianiques et des idées philosophiques et politiques, à la fois universelles, nationales, entre guillemets, et ethniques. À l'heure de l'absolutisme et du mercantilisme triomphant au XVIIe, XVIIIe siècle, tous ont pris une part active dans les nouveaux circuits d'échange qui relient l'Europe à l'Afrique,
à l'Asie et aux Amériques, et qui enjambe l'Atlantique, la mer du Nord, la Baltique, la Méditerranée, l'Adriatique, le Golfe Persique et l'océan Indien. Colportant marchandises techniques et biens culturels d'une civilisation à l'autre, des pays de l'islam à la chrétienté et de l'Amérique vers l'Europe, et vice-versa, les Juifs n'ont pas été cependant que des libraires, pour reprendre l'image malveillante de saint Augustin, à savoir des serviteurs qui portent des livres derrière leur maître, ceux-ci les lisent à leur profit, ceux-là les portent sans autre bénéfice que la fatigue d'en être chargés. Tout en maintenant à l'intérieur de leur communauté une discipline de fer, frisant souvent l'intolérance, comme a pu s'en rendre compte un certain Baruch Spinoza, ils n'ont eu de cesse, siècle après siècle, d'enrichir leur vision du monde d'idées et d'images nouvelles, ainsi que de figures de style et de concepts nouveaux pour la formulation de contenus spécifiquement juifs. Sans remonter jusqu'à l'ancienne Égypte et à la parenté étonnante entre le grand hymne d'Akhenaton et le psaume 104, il ne fait aucun doute que le judaïsme a toujours beaucoup emprunté dans les cultures qui l'entouraient. Même dans l'hellénisme décrit par des générations de rabbins comme la quintessence même du mal. Variée et multiforme, l'influence grecque sur le judaïsme n'a d'ailleurs été freinée ni par l'intolérance religieuse d'Antiochos IV Épiphane, dont on vient de célébrer l'anniversaire, n'est-ce pas, ni par la révolte des Maccabées. Mieux, par ses mœurs politiques et son organisation territoriale, le royaume hasmonéen issu de cette révolte était parfaitement en résonance avec le monde hellénistique que ses fondateurs avaient si farouchement combattu. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi le Hanouka a eu beaucoup de mal à être accepté dans le Talmud. Et les Hasmonéens ont toujours été considérés comme une sorte d'usurpateurs dans la tradition. Cette ouverture du judaïsme aux cultures ambiantes est plus frappante encore sous les couleurs de l'islam. Tout comme celui-ci a puisé abondamment dans les traditions bibliques, le judaïsme a lui aussi connu une véritable métamorphose culturelle, économique et sociale à la suite de sa rencontre avec l'islam. Une révolution durable qui irriguera l'ensemble du monde juif jusqu'à la fin du Moyen-Âge, même si en chemin, de sérieuses lignes de fracture fissurent la société juive, divisée désormais entre karaïtes schismatiques et rabbinites orthodoxes, et entre judaïsme d'Orient et judaïsme italien, byzantin et ashkénaze, disséminés dans un environnement chrétien peu amène. Une nouvelle culture judo-arabe est née de ses contacts avec la civilisation musulmane. Elle se distingue d'abord par sa langue, l'arabe, que les lettrés juifs adoptent avec le même enthousiasme que le grec à l'époque hellénique, ou l'allemand, le français et l'anglais à l'époque de la Scala. Grâce à ce puissant moyen de communication et d'acculturation qui permet aux juifs comme aux chrétiens de toute obédience de prendre part à la vie intellectuelle et sociale du monde arabo-musulman, le judaïsme s'est enrichi de nouveaux modes de pensée et de nouveaux concepts juridiques, philosophiques et économiques d'origine arabe pour la formulation de contenus spécifiquement juifs. L'arabe a permis notamment au judaïsme d'avoir accès puis adapté à ses propres besoins théologiques divers textes philosophiques et scientifiques de l'Antiquité grecque. Sous l'impact des rationalistes musulmans du Kalam, une nouvelle discipline a même pris corps, la philosophie juive, avec des contributions majeures de penseurs comme Saadia Gaon, Bahia ibn Bakuda et Maïmonide. Une civilisation juive donc largement ouverte sur le monde, tout en restant fidèle à elle-même, mais dont des pans humains entiers ont disparu au fil du temps. La moitié des Juifs, durant le seul Moyen-Âge, d'après certaines estimations, sous l'effet conjugué des massacres, guerres, épidémies et conversions forcées ou volontaires, comme au temps des croisades en Rhénanie, sous les Almohades en Maghreb et en Andalousie, et dans la péninsule ibérique à l'époque des rois catholiques. La réaction juive à ces massacres est très éloquente. D'un côté, en Rhénanie ashkénaze par exemple, le martyre au Kiddush Hashem de ceux ayant eu à choisir entre la mort et l'apostasie, de l'autre, en Méditerranée séfarade, le maranisme. Une différence de réaction qui, depuis Gershon Cohen, n'a cessé d'intriguer les chercheurs. Certains, comme mon collègue et ami Israël Yuval, ont voulu y voir le reflet d'une vision différente des temps futurs. Chez les uns, ashkénazes,
une vision catastrophaliste centrée autour du thème de la destruction des ennemis d'Israël et leur anéantissement à la venue du Messie. Chez les autres, séfarades, une vision plus pacifiste. L'avènement de l'ère messianique se traduisant par la conversion au judaïsme des ennemis d'Israël, et non forcément par leur destruction. Une différence de mode de pensée alimentée chez les Ashkénazes par leur rejet total du christianisme, considéré comme un nouveau paganisme, et chez les séfarades par un certain respect de l'islam, dont le monothéisme sans faille est mis en exergue par l'ensemble des penseurs juifs du Moyen-Âge, à commencer par Maïmonide, qui par ailleurs ne se faisait guère d'illusions sur l'attitude de l'islam envers le judaïsme. À l'évidence, plus que tout autre facteur, c'est l'Inquisition, épaulée par les gardiens fanatiques de la ligne Piesa des Sangre, qui a empêché les conversos aux nouveaux chrétiens de se fondre complètement et en silence dans la population ibérique, je cite, malgré les marmites de gros lard qu'ils ont consommées. Un rejet à caractère racial qui a indubitablement entretenu chez les Maranes un fort sentiment de différence, même si en réalité rien ne rattachait plus depuis longtemps la plupart d'entre eux au judaïsme. Évoluons dans l'Amérique des grandes plantations sucrières, en Italie de la Renaissance, aux Pays-Bas de l'Âge d'Or, dans la France du Grand Siècle et des Lumières, ainsi que dans l'Angleterre de Cromwell et de la République, les Maranes, revenus au judaïsme, préfigurent à mains égards le juif moderne, qui revendique son appartenance au judaïsme tout en ne respectant qu'une partie infime de ses préceptes, voire aucun. Juifs sans savoir ni synagogue, les Maranes ont adopté en branleur la devise chère aux disciples de Moses Mendelssohn au XIXe siècle et mise en parole par Judah Leib Gordon dans Hakitsa Ami, sois juif dans ta demeure et homme à l'extérieur. Juif dedans, goy dehors. Un être double, dissociant privé et public, solidarité ethnique ou communautaire et allégeance politique, déconstruisant et combinant à l'infini les composantes de son identité religieuse. Le premier aussi à applaudir au discours des chantres européens de l'émancipation, Christian Dom, Mirabeau et l'abbé Grégoire, sur la régénération et l'assimilation des Juifs, mise sur rail par Joseph II en Autriche et par la Révolution en France, puis traduite dans les faits par Napoléon et son grand Sanhédrin. Les Juifs sont devenus ainsi des hommes comme les autres. Par conséquent, ils ont tous les droits que l'homme tient de la nature. Une logique implacable qui conduira à l'émancipation dans tous les pays développés, non pas toujours parce qu'elle reflétait le sentiment profond de la population, qui va se fourrer d'ailleurs dans un antisémitisme ravageur, mais parce qu'elle correspondait à un certain idéal de civilisation qui voulait que l'égalité des Juifs figurât dans le code légal de tout pays moderne et civilisé. Ce qui a fait dire à Max Nordau, l'émancipation des Juifs est devenue ainsi l'une des indispensables pièces d'ameublement dans le ménage d'un État hautement civilisé. À peu près comme le piano, qui se doit de figurer dans le salon, même si aucun des membres de la famille n'en sait jouer. Mais qu'à cela ne tienne, pour bon nombre de Juifs émancipés de la première et la deuxième génération, plus de place désormais au particularisme juif. Il faut en un mot enseigner déjà, en 1828, Léon Halévy, que pour les Juifs de France, le nom de Juif devient l'accessoire et le nom de Français le principal. Aussi fallait-il, selon lui, réformer la religion juive, qui est trop asiatique pour des nations européennes, et provoquer la fusion complète et définitive des sectateurs de Moïse et des autres Français. D'ailleurs, rabbins et notables du consistoire ont songé dès cette époque à réformer le judaïsme, en y introduisant certains usages des églises chrétiennes, comme la présence de l'ordre à la synagogue ou le report des offices du Shabbat de samedi à dimanche. C'est une idée, sinon. Et même l'idée messianique elle-même devait être mise sous le boisseau, puisque les temps messianiques sont déjà arrivés pendant la Révolution française. Donc, le judaïsme, pour ces générations, peut donc mourir de sa belle mort, culte et race confondus, sans laisser de traces visibles sur la terre, disaient de grands esprits comme Joseph Salvador
Ernest Darmesteter, Abraham Geiger et Théodore Hénac. À l'exemple des Philiciens, qui, après avoir fermé leur comptoir à travers l'Europe, se sont dissous au sein des peuples parmi lesquels ils vivaient, ajoute en 1894 Bernard Lazare. Bernard Lazare, qui peu de temps auparavant tirait un boulet rouge sur l'Alliance israélite universelle et son élan de solidarité juive à travers le monde juif. Que m'importe à moi, écrivait Bernard Lazare, israélite de France, des usuriers russes, des cabaretiers galiciens, prêteurs sur gage, des marchands de chevaux polonais, des revendeurs de Prague et des changeurs de Francfort. En vertu de quelle fraternité irais-je me préoccuper des mesures prises par le tsar envers des sujets qui lui paraissent accomplir une œuvre nuisible? Qu'ai-je de commun avec ces descendants des Huns? Grâce à ces hordes avec lesquelles on nous confond, on oublie que depuis 1000 ans, nous habitons la France 2000 ans comme des Francs. Bernard Lazare pensait alors que l'antisémitisme était destiné à disparaître, ou du moins à s'affaiblir. L'affaire Dreyfus éclate, et voilà l'ancien anarchiste, admirateur de Renan, et camarade de jury d'Édouard Drummond monté au créneau pour défendre bec et ongle le malheureux capitaine, dont la dégradation a foudroyé de stupeur un autre intellectuel juif aussi agnostique que l'auteur du fumier de Job, Théodore Herzl. Seule l'oppression nous rejette vers nos anciennes origines, seule la haine environnante fait de nous des étrangers, écrit désillusionné l'auteur de l'État des Juifs, auquel fera écho quelques années plus tard un certain Jean-Paul Sartre. Un point de vue donc de juif occidental, peu conscient des conséquences sur les esprits de l'immense activité intellectuelle, scientifique et artistique suscitée depuis le milieu du XIXe siècle par la Scala en général et le mouvement de la Wissenschaft des Judentum ou sciences du judaïsme en particulier. Ouvrant un chantier après l'autre et multipliant publication sur publication, la Scala a eu un impact immédiat sur toutes les communautés juives. S'il est indéniable qu'en s'attelant à débarrasser le judaïsme de son particularisme étriqué, le mouvement des Lumières juives a précipité l'assimilation et affaibli le sentiment religieux, il est non moins vrai qu'en élargissant l'horizon des connaissances sur le judaïsme et en les plaçant dans une perspective moderne et rationnelle, la Scala a rendu possible également, même à des agnostiques, l'idée d'une continuité historique juive à travers les siècles, ou celle d'un collectif juif, ou une nationalité juive, diverse et toujours la même, depuis les patriarches jusqu'à l'époque contemporaine. Une croyance que seuls les religieux tenaient jusqu'alors pour une évidence incontournable. Dès lors, grâce aux travaux des historiens, grecs en particulier, elle a fait son chemin chez une partie de plus en plus large de l'opinion juive, à la faveur notamment des nombreuses sociétés d'histoire et des publications comme la Revue des études juives en France, qui ont poussé comme des champignons en Allemagne notamment, durant la vague antisémite des années 80 et 90, qui a mis du plomb dans l'aile de l'illusoire symbiose judéo-allemande. Dès lors, deux grands courants idéologiques, nés tous deux des Lumières juives, continueront de s'affronter jusqu'à nos jours au sein du monde juif. D'un côté, un courant universaliste, basé sur une définition strictement confessionnelle de l'identité juive, et tablant sur l'avènement d'un monde de progrès et de liberté, prône l'intégration complète des Juifs dans les sociétés qui les entourent. De l'autre, un courant particulariste, nationaliste, pas forcément sioniste, revendiquant l'existence d'une ethnie ou d'une nation juive, tirant sa force de sa continuité historique et de son interaction infinie avec les peuples et les civilisations qu'elle a côtoyées à travers les siècles. Une redécouverte qui n'était guère une révélation pour les masses juives de Pologne et de Russie, ravagées par les pogroms et vivant dans des espaces multiculturels où religion et nation sont fusionnelles. Et n'ont guère eu besoin, en effet, de l'antisémitisme meurtrier des derniers Romanov pour prendre conscience de leur identité juive, celle d'un peuple forgé par la même histoire, la même culture, la même religion, les mêmes mœurs, la même langue, et partageant la même supériorité morale, leur disait Asher Ginsburg, alias Achadam, et le même élan vital, surenchérissait Michal Berdichevski, le rendant distinct de ses voisins. Fervent lecteur de Marx, Lénine ou Tolstoï, les masculines est-européens
resteront imprégnés de la saveur des poèmes de Chaim Nachman Bialik et des récits bibliques d'Abraham Mapou et des envolées épiques de Kretz et de Douvenov, même quand ils deviennent complètement agnostiques. Rêveurs impénitents ou révolutionnaires endurcis, rien n'est plus éloigné de la pensée d'un Bell Borochov ou d'un Bert Katzenelson ou même d'un Vladimir Jabotinsky que le désenchantement pessimiste de Léon Pinsker ou la théorie de la dégénérescence de Max Nordau, l'ami et compagnon de route de Théodore Herzl. Étonnante coïncidence, l'année 1897, qui a vu la révolution sioniste et la tenue du premier congrès sioniste de Bâle, a été marquée également par la naissance à Vilnius du Bund, la publication à New York du grand journal yiddish Forward, alliant socialisme et sionisme, et celle à Saint-Pétersbourg des lettres sur le judaïsme ancien et nouveau de l'historien Simon Douvenov, idéologue de l'autonomisme juif, trois courants laïques distincts et antagonistes qui, à rebours des partisans de l'assimilation, prônent le retour à une forme ou une autre de la nationalité juive, que ce soit à l'intérieur d'un État-nation indépendant, d'une fédération d'États ou d'une union de républiques socialistes. Dynamisée par la révolution industrielle, l'urbanisation des migrations internationales et l'expansion coloniale, la population juive connaît alors une croissance exceptionnelle à la fin du XIXe siècle. Plus de 180% entre 1850 et 1914, passant de 4 750 000 en 1850 à plus de 10 millions à la fin du XIXe siècle et à 13 500 000 à la veille de la Grande Guerre. Les Juifs vivent encore majoritairement en Europe, 75% en 1914, la plupart en Russie et en Hongrie, suivis par les États-Unis, l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, la Roumanie, la Grande-Bretagne, la France et la Hollande, puis les pays musulmans, où ils ne représentent plus que 5% de la population juive mondiale. L'été 1914 éclate la Grande Guerre. Le rideau tombe sur l'une des périodes les plus fastes de l'histoire juive. Un siècle juif, disait Nietzsche. Il a été celui des premiers prix Nobel, de grands écrivains, musiciens, banquiers, industriels et révolutionnaires juifs ou d'origine juive, de Karl Marx à Ferdinand Lassalle et de Julius Markov à Léon Trotsky et Rosa Luxembourg. Une période de bouleversements politiques, culturels et sociaux. Certes, les 2 dernières décennies ont été ternies par l'apparition de nouvelles formes de judophobie, mais à partir du milieu des années 90, les partis antisémites allemands et autrichiens ont cessé de faire parler d'eux, tandis qu'en France et en Algérie, l'affaire Dreyfus s'est terminée par la défaite des antidreyfusards et des ennemis de la République. Même dans la Russie de Nicolas II, l'affaire Baylis ne s'est pas achevée comme l'avaient espéré les pogromistes des Sangs Noirs et les agents de l'Ukraine qui ont fabriqué les protocoles des sages de Cipre. En réalité, jusqu'à la veille de la Grande Guerre, les protocoles n'ont connu qu'un succès limité. Et Nicolas II lui-même, si obsédé qu'il fut du mythe du complot judéo-maçonnique, a dû reconnaître que ce texte était un faux grossier. Au sortir de cette guerre, qui a vu l'établissement du régime soviétique en Russie, la renaissance de la Pologne, la fin de l'Empire ottoman et la proclamation de la déclaration Balfour, une nouvelle géographie juive se met en place, marquée par 2 tournants décisifs. Primo, les Juifs européens ne forment plus que 57% de la population juive mondiale à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Secondo, entre 1918 et 1939, 70% des Juifs du monde vivent dans des communautés qui n'existaient pas avant le milieu du XIXe siècle, plus précisément dans les 3 terres promises que sont les États-Unis, où désormais vit la plus grosse communauté juive du monde, la Russie soviétique, et enfin la Palestine juive qui compte déjà 445 000 juifs en 1939. À ces grands centres de constitution récentes, ajoutons les communautés d'Amérique latine, Argentine en tête, d'Afrique du Sud, d'Australie et même de Chine. En outre, tant du fait de la modernisation que du taux de plus en plus élevé de mariage mixte, la croissance naturelle des Juifs n'a cessé de diminuer depuis la fin du XIXe siècle. Il était de 17 pour 1000 entre 1800 et 1900, 13 pour 1000 entre 1900 et 1930 et 7 pour 1000 seulement dans les années 30, avant de chuter de moitié au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Une décroissance partout observée, sauf dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient,
ou à la faveur des améliorations sanitaires apportées au lendemain de la guerre par la colonisation européenne, on assiste au contraire à une nette augmentation de la population juive. Au Moyen-Orient encore, outre la disparition de l'Empire ottoman, le développement le plus significatif aurait été l'établissement du foyer national juif en Palestine. Certes, le Yishuv représente 10% à peine de la population juive des États-Unis en 1939, mais il ne constitue pas moins l'unique endroit au monde où les Juifs forment un tiers de la population générale d'un pays. C'est aussi la seule communauté bâtie autour d'un idéal révolutionnaire, l'édification d'une société juive d'un type nouveau, juste et laïque, libérée de toutes les tares anciennes de la diaspora. Un cachet idéologique futuriste qui est aussi la marque de fabrique de la société communiste d'URSS, aspirant elle aussi à résoudre à sa façon la question juive. Dès lors, attirant toutes deux des milliers de militants à travers le monde, les révolutions sionistes et bolcheviques se livreront à un combat sans merci tout au long de la première moitié du XXe siècle. Enfin, phénomène déjà très sensible depuis la fin du XIXe siècle, l'écrasante majorité des Juifs vivent dans des villes à la fin des années 30. Mais toutes ces cartes sont rebattues après la Shoah. L'histoire des Juifs prend aussitôt un nouveau cours avec la création de l'histoire d'Israël, la montée fulgurante du judaïsme nord-américain, la disparition des grandes communautés d'Europe de l'Est, celle des pays musulmans et la marginalisation inexorable des Juifs d'Europe occidentale. Une histoire désormais bipolaire, Israël-États-Unis, et de plus en plus focalisée autour de Jérusalem et New York, comme à l'époque du Second Temple, quand Jérusalem et Babylone étaient les deux grands centres culturels du monde juif. Comme il y a plus de 2000 ans, Israël s'est même offert le luxe, ces toutes les dernières années, d'abriter la plus grande communauté juive du monde, dépassant celle des États-Unis. Mais cette avancée ne devrait pas cacher une triste réalité démographique. Il est peu probable que la population juive retrouve son niveau d'avant-guerre, ni même qu'elle dépasse son chiffre actuel de 13 millions, contre 16 600 000 à la veille de la Shoah. Ironie du sort, seule l'Allemagne a vu sa population juive augmenter sensiblement ces dernières années du fait de l'immigration russe, alors que toutes les communautés de la diaspora affichent une stagnation alarmante. En outre, réformistes, conservateurs, reconstructionnistes, traditionnalistes, libéraux orthodoxes et ultra-orthodoxes, la religion qui a garanti pendant des siècles la cohésion interne des communautés est devenue depuis la guerre un facteur de désunion et d'exclusion entre juifs. Elle s'ajoute aux divergences vis-à-vis d'Israël et aux nombreux clivages politiques, culturels, économiques et sociaux qui divisent les juifs dans le monde. Néanmoins, au fur et à mesure de la sécularisation profonde de la société juive, Israël est devenu à tort ou à raison un repère incontournable, tenant lieu parfois de composantes uniques et exclusives de l'identité juive. Pour un grand nombre de juifs dans le monde, en effet, une simple visite dans l'État hébreu, l'apprentissage de sa langue ou la lecture d'informations le concernant sont parfois les seules attaches avec le judaïsme. Dès lors, passé et présent se télescopant sans cesse dans les esprits, les attaques contre Israël, lui-même hanté par le souvenir de la Shoah, sont mal vécues par beaucoup de juifs, surtout quand elles sont accompagnées de violences dirigées contre des établissements en diaspora, comme des établissements juifs en diaspora, ou quand les réactions d'Israël face au terrorisme leur semblent incomprises par l'opinion internationale, ou qu'elles suscitent des critiques de leur propre gouvernement. Sans nul doute, en se perpétuant, le conflit israélo-arabe précarise la société israélienne et fragilise non moins encore la situation des Juifs dans le monde plus d'un demi-siècle après la Shoah. Merci beaucoup Michel pour ce survol de l'histoire juive avec quelque chose qui m'a marqué notamment dans votre conclusion et dans tout votre exposé, de dire que finalement ce qui ferait l'unité du peuple juif sur 2000 ans d'histoire, ce dont sont, si je me souviens bien ce que vous avez dit, des valeurs communes, avant tout qui se perpétuent quelles que soient les communautés, mais également des échanges constants. Et j'aimerais que vous reveniez, tout d'abord, j'ai plusieurs questions, mais sur ces échanges constants. On les connaît, on les situe évidemment pour des raisons tout à fait pratiques pour les deux derniers siècles, 19e, 20e siècle, mais j'aimerais que vous reveniez sur les périodes plus anciennes. Il y a donc à chaque fois, même
dans le haut Moyen-Âge, des échanges entre communautés d'Afrique du Nord et communautés de Pologne. Ce sont des échanges uniquement intellectuels, peut-être aussi commerciaux. Est-ce qu'ils existent vraiment sur toute la durée, sur la longue durée en fait? Oui, oui. Merci pour cette question, Ariel. Ces échanges, d'abord, ont été facilités par les contacts humains. On oublie, par exemple, que l'Empire ottoman dominait une bonne partie de l'Europe ashkénaze, si je puis dire. Budapest était ottomane. Vienne, je ne dis pas Vienne, mais une bonne partie des Balkans était ottoman, sans parler de Venise, cette ville de contact, ou Salonique. Des communautés ashkénazes vivaient un peu partout dans cet espace ottoman, et même en Égypte, et par la force des choses, donc ces contacts existaient. Mais auparavant, si on prend le cas de l'Espagne, de l'Espagne, qui était ce foyer du Mont Sfarad, ce foyer central du Mont Sfarad, l'Espagne aussi avait des attaches, je parle du judaïsme sfarad, les Espagnols avaient des attaches avec le monde ashkénaze du Nord, notamment par l'intermédiaire de la Provence, n'est-ce pas, et du judaïsme de France, précisément. Et donc, il y avait des courroies de transmission d'idées, de commentaires qui faisaient connaître assez rapidement Rachi dans les communautés juives du Sud et Maïmonide dans les communautés du Nord. Et donc, il y avait des attaches que je dirais, que je décris comme structurelles. Et puis, n'oublions pas non plus cette autre donnée historique, pratiquement jusqu'à la fin, disons, du Moyen-Âge, mais 80%, peut-être même plus, du judaïsme mondial était séparat. Donc, le changement a eu lieu beaucoup plus tard, disons à partir du XVIe siècle, avec la montée du judaïsme, du judaïsme polonais, mais jusque-là, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on n'avait pas de problème, disons, de rapport. Et puis, dans l'histoire du judaïsme, il y a aussi des institutions magnifiques, comme l'institution des Shadarim, ces émissaires, ces rabbins, ces émissaires qui parcouraient les communautés et qui, à leur façon, harmonisaient les traditions, les rites. Et puis, à l'époque du Géona, il y avait les Géonim recevaient des réponses, les Géonim de Babel, et pas seulement de Babel, recevaient des réponses de tout le monde juif. Et puisque l'on parle de cette période, il faut aussi souligner l'importance cruciale du judaïsme italien. Le judaïsme italien, c'était comme le judaïsme de France, c'était l'interface entre le judaïsme du Nord et le judaïsme musulman. Le judaïsme musulman, si je puis dire, du califat, n'est-ce pas? Donc, ces relations existaient, au moins sur le plan structurel, sur le plan organique. Mais, deuxièmement, c'est le monde, ce monde ancien, c'était un monde de voyageurs, aussi bien juifs que non juifs, c'était un monde de migrants. Un exemple, quand les Turcs, par exemple, l'Empire ottoman avait comme habitude de déplacer des populations entières d'une région à l'autre. Et donc, une partie des Juifs de Budapest sont retrouvés à Istanbul, et une partie des Juifs d'Istanbul vont souvent se retrouver en plein cœur du monde ashkénaze. Et ces contacts sont faits. Et pour preuve, et je crois que c'est la preuve la plus éclatante, c'est la fameuse la révolution de Shabtai Tzvi, l'annonce de la venue du Messie Shabtai Tzvi. Mais c'est toutes les communautés juives. Nous avons des témoignages aussi bien de diplomates que de personnalités juives locales décrivant cette effervescence extraordinaire à Hambourg, à Amsterdam, à Bordeaux, tout comme au Maroc, en Tunisie ou ailleurs. Et on a véritablement l'impression qu'il existe un petit monde juif, n'est-ce pas? Et ce petit monde juif a vécu très lié. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai cité le fameux Shulchan Aruch du monde ashkénaze, mais Shulchan Aruch du monde ashkénaze, il y a eu la Mappa
Israël. C'est quoi la Mappa d'Israël? C'est tout simplement une sorte d'ashkénisation du Shulchan Aruch, mais l'essentiel est là, l'essentiel est le même. Les différences ont commencé véritablement à s'approfondir au début de l'époque moderne, et puis grâce à des institutions comme l'Alliance israélite, on va encore une fois retrouver cette reprise de contrat. Donc cette connexion, c'est vraiment ce qui frappe le plus l'historien qui regarde cette histoire. Et alors, ce petit monde juif, alors vous disiez qu'à une époque c'était la Palestine et Babylone, aujourd'hui vous diriez donc Jérusalem et New York. Est-ce que dans toute cette histoire, on a toujours fonctionné avec plusieurs centres, ou est-ce qu'il y a eu des moments où il y a eu comme ça un centre unique, où on peut considérer que c'était vraiment là que se faisait l'histoire du peuple juif à une période donnée? À mon avis, il y a toujours eu au moins deux centres. Il y a eu, au tout début, alors l'Antiquité, il y a eu le centre de Jérusalem, mais assez rapidement, nous avons Alexandrie. Après Alexandrie, c'est Babylone, et il y a eu une véritable rivalité entre Jérusalem et Babylone. D'ailleurs, il y a eu des échanges de familles de Kohanim ou de grands érudits qui venaient de Babylone en Palestine et vice-versa. Et juste après, il faut attendre, disons, l'arrivée de l'islam avec le Géona, le Rej Galuta, qui en principe devait être le grand centre. Mais assez rapidement, ce centre aussi va se disloquer en sous-centre, puisqu'on aura Kérouan en Tunisie, on aura l'Espagne, n'est-ce pas, Cordoue, et puis l'Italie. Et je crois que dans la mythologie rabbinique juive, il y a une belle légende. C'est la légende des quatre rabbins. C'est une légende très connue. Ces quatre rabbins qui se sont enfuis de Palestine. Leur bateau s'est échoué, n'est-ce pas? Et chacune des communautés a sauvé l'un des quatre rabbins. Et ces quatre rabbins sont à l'origine de la naissance de ces grands centres culturels qui étaient Rouen, et l'Italie. Et donc, dans la conception juive, il n'y a jamais eu véritablement de centre unique, sauf peut-être à l'époque de Jérusalem du premier temple, n'est-ce pas? Parce que même au lendemain de la destruction du premier temple, nous avons cette prophétie extraordinaire, ce texte extraordinaire de Jérémie qui disait aux Juifs maintenant, renforcez-vous là où vous êtes, bâtissez vos maisons, élevez vos enfants là où vous êtes, comme si l'éternité était là-bas et non pas au retour. Donc, il y a toujours eu cette pluralité de sens. Et c'est et cette pluralité, on va la retrouver encore au XIXe siècle, au XXe siècle. Et c'est ce qui permet d'ailleurs à l'historien juif, ou l'historien des Juifs, d'écrire cette longue histoire, parce qu'en fait, c'est une histoire à capitale, si je puis dire. C'est une histoire à centre, à pluricentré. Et grâce à cette multitude de centres, nous pouvons donc suivre à la trace ces évolutions locales, régionales, qui, d'une certaine manière, et puis, bien sûr, cette multiplicité de centres, nous la voyons aujourd'hui avec Israël et diaspora, mais ces derniers temps, on a l'impression qu'il y a un avantage net pour le centre Israël. Alors, on va revenir au tout début de l'histoire, et je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question un peu bizarre à l'origine. J'ai été très frappé par le titre de votre livre, Histoire des Juifs, de la Genèse à nos jours. D'autant plus frappé que je travaille en ce moment avec quelques professeurs d'histoire à une refonte de nos cours d'histoire des Juifs dans les écoles de l'Alliance israélite universelle. Et donc, évidemment, nous avons commencé au commencement, et notre première grande bataille a été de savoir à quel moment commence l'histoire des Juifs. Alors, je suppose que si vous avez choisi comme ça ce terme de Genèse, ce n'est pas pour rien, et donc j'aimerais que vous nous redisiez les choses. Vous n'aurez rien à vous cacher, c'est une invention de l'éditeur. Aïe, 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 ça me désole. En fait, c'est... Alors, je continue quand même, dans le premier chapitre, vous citez la Bible, par exemple, vous la considérez comme source historique.
une évidence. On voulait, comme les origines. Les origines, c'est quoi les origines, et l'éditeur de fond, pourquoi ne pas utiliser le terme connu, quoi, de la Genèse, mais on a écrit avec un petit G. Oui, mais c'est pour ça que je voulais vous interroger, parce que c'était ça qui m'avait... Un petit G pour ne pas confondre avec Bereshit. Quand on a préparé les publicités pour votre livre, immédiatement Anne-Laure, qui travaille avec moi, m'a fait corriger en me disant « Mais attends, de la Genèse, il y a un G majuscule ». Et je lui ai répondu « Je poserai la question à Michel Abitbol, mais le livre, en tout cas, c'est avec une minuscule. » Alors, c'est vraiment la Genèse d'un peuple. La Genèse d'un peuple, c'est pas la Genèse, la Bereshit, n'est-ce pas, c'est la Genèse d'un peuple. Et ce que j'ai essayé de montrer dans ce premier chapitre, c'est comment aussi, même ce peuple, au départ, n'était pas celui qu'on va retrouver à la fin de la Genèse, n'est-ce pas. Au départ, c'était un peuple... Simon, tu me regardes avec... Ça va. C'était un peuple de sacrés idolâtres, ou presque, n'est-ce pas, qui ne respectait même pas ses propres règles, n'est-ce pas, et qui gambadait entre l'Égypte et l'Israël. Mais c'est un peuple qui, comme tous les peuples d'ailleurs, je voudrais juste vous dire que cette partie de l'histoire m'a beaucoup plu en tant qu'africaniste. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai commencé ma carrière d'historien en tant qu'historien de l'Afrique noire. Et j'ai vu, quand j'ai lu avec mes yeux d'africaniste l'histoire des patriarches, ben, j'ai tout simplement retrouvé ce qui se passe dans le continent noir, comment les peuples se formaient, les clans se faisaient, comment les mariages se contractaient, les divorces et les séparations. Donc j'étais vraiment en terrain bien connu. Bon. Et donc c'est cette Genèse, la Genèse, en fait, c'est la Genèse. Alors on va continuer avec une autre question liée à mes problèmes de manuel. Nous avons évidemment une difficulté qui est d'enseigner l'histoire des Juifs au sein d'un programme extrêmement chargé d'histoire générale. C'est un cours séparé, mais on aimerait quand même qu'il soit un minimum calqué sur ce que les enfants apprennent en histoire générale. Et donc j'ai bien noté par exemple que vous nous disiez que 1914, Première Guerre mondiale, est également une cassure pour le peuple juif. Et donc, redites-moi, même si j'en suis convaincu, que ce sont bien on peut noter les mêmes étapes pour les Juifs comme pour le reste de l'humanité, et c'est évidemment tout à fait normal. Et on ne pourrait pas écrire une histoire juive séparée de l'histoire générale et qui n'aurait pas les mêmes grandes cassures, les mêmes grands repères. Absolument, et c'est ce que j'ai essayé, d'ailleurs, même dans ce survol, de souligner les époques. Les croisades, ben c'est les croisades, il y a l'aspect des croisades évident. Après les croisades, l'époque musulmane, l'épopée musulmane, c'est aussi clair. Et puis la Renaissance, le XVIe siècle, le mercantilisme, d'ailleurs, soit dit en passant, on ne peut pas expliquer le capitalisme européen sans l'apport des Juifs. D'abord, ces fameux sucriers, ces marchands ces marins, n'est-ce pas, des Amériques, plus tard, les banquiers du XIXe siècle, de la trempe des Rothschild et d'autres. Donc, sur l'histoire du capitalisme européen ne peut pas se faire sans ce moment juif. Et puis, la République et ses ennemis, puis on parle d'un sujet français. Comment expliquer l'histoire de la République, comment essayer d'expliquer l'établissement de la République, son renforcement en France, sans parler de l'affaire Dreyfus. Donc, l'affaire Dreyfus, c'est le combat entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Et on peut dire autant d'ailleurs pour le reste des pays européens. Et arrive la Première Guerre mondiale. Et ce qui arrive au peuple juif dans la Première Guerre mondiale est vraiment c'est une sorte de calque de ce qui arrivait dans le monde, à savoir c'est le début du déclin de l'Europe, la montée de l'Amérique, et puis un peu plus tard de celle de l'Union soviétique. Donc on voit vraiment ce grand changement. Et puis c'est aussi le colonialisme, la colonisation. Certains veulent aussi voir dans l'établissement d'un foyer national juif une expression d'un certain colonialisme. On peut, moi ça ne me dérange absolument pas. D'accord, mais on voit combien l'histoire. Et puis la décolonisation,
c'est tout ce mouvement de population qui touche les Juifs, qui a précédé d'ailleurs l'arrivée des immigrés. Donc, c'est une histoire qui colle parfaitement avec le rythme ou disons, la respiration de l'histoire mondiale. Si on reste au XIXe siècle, alors comme nous sommes à l'Alliance, quelques mots sur cette institution. Parmi les mythes qui sont vraiment maintenant, que l'on raconte à tout le monde, on voit l'Alliance comme étant la première expression organisée de solidarité juive politique. Et alors, on peut même exagérer le trait en disant que c'est la première expression moderne d'une solidarité juive organisée. Mais vous nous disiez quand même que tout au long de l'histoire, il y avait une solidarité qui s'était maintenue, notamment vis-à-vis des communautés en Palestine, mais pas seulement. Et donc, comment vous placez cette institution un peu bizarre qu'est l'Alliance dans l'histoire longue du peuple juif? Je crois que on n'a pas suffisamment conscience de la place absolument centrale et cruciale de l'Alliance dans l'histoire juive. Juste pour vous dire qu'en 1860, avant la création de l'Alliance ou la veille, on pouvait dire vraiment que le peuple juif était en train de se dissoudre. C'était l'époque, j'ai cité tout à l'heure les Darmesteter et les Halévi et tous les autres qui disaient qu'il n'y a plus de judaïsme. Il n'y a plus de judaïsme, il n'y a plus de nation juive, il n'y a plus de Jérusalem, Jérusalem c'est Paris, etc. Et puis, à cette époque-là, c'est-à-dire au milieu du XIXe siècle, on pouvait dire vraiment que ça n'est fini du peuple juif et que désormais, il y a peut-être quelques juifs un peu comme les Phéniciens, comme disait Bernard Lazare, qui vivotent dans les ghettos ou en Afrique du Nord ou ailleurs, et puis le judaïsme européen. Et puis arrive ce phénomène extraordinaire qui s'appelle l'Alliance israélite. L'Alliance israélite, d'abord rappelons le slogan de l'Alliance israélite. L'Alliance israélite, son slogan était d'une limpidité extraordinaire. C'est les Juifs émancipés qui veulent travailler pour leurs frères, qui ne l'étaient pas. C'est que l'Alliance israélite a parlé d'une solidarité. Alors que jusque-là, on croyait que c'était la fin du peuple juif, donc il n'y a plus de solidarité possible et imaginable, comme disait Bernard Lazare, n'est-ce pas, entre moi et ces juifs des ghettos. Et puis arrive l'Alliance israélite, oui, tout le symbole de l'Alliance israélite, toute son action, c'est la solidarité des juifs qui ont réussi pour leurs frères. Auparavant, Crémieux, on ne peut pas être plus représentatif de ce judaïsme émancipé que Adolphe Crémieux est allé pour sauver les juifs d'Algérie, vouloir appliquer en Algérie ce que les juifs de France avaient connu, avaient vécu, et quelques années plus tard, aller à Damas, n'est-ce pas, pour sauver les juifs de Syrie. Et donc, on voit cette alliance israélite et ses fondateurs recréer cette solidarité juive qui était en train de disparaître. Mais à la différence de la solidarité ancienne, traditionnelle, celle-ci est une solidarité moderne. L'autre, c'est une solidarité de malheur, si on peut dire. À savoir une solidarité qui s'exprime, merci beaucoup, qui s'exprime par la tzedaka, par la charité, par l'aide aux nécessiteux. Mais que vient proposer l'Alliance? Ce n'est pas l'aide aux nécessiteux, c'est la transformation des communautés juives. C'est pour utiliser un langage codé sioniste, c'est la productivisation des communautés juives. C'est faire des juifs des êtres dignes de leur judaïsme, comme disait l'Alliance, des êtres qui travaillent, n'est-ce pas, et qui ne vivent pas cloîtrés dans leur ghetto ou dans leur yeshiva ou dans leur Talmud. Et donc, l'Alliance, c'était vraiment cette expérience de lien, de création d'un nouveau lien entre les communautés juives, à un moment où on croyait vraiment que c'en était fini de la solidarité juive traditionnelle. Et donc, c'est l'œuvre des écoles de l'Alliance. Et puis, l'Alliance, ce n'était pas seulement un groupe de la rue Trévise, n'est-ce pas, et plus tard la rue La Bruyère qui vient et qui envoie des incidents. Mais l'Alliance, c'était une organisation à l'échelle mondiale. Et avec l'Alliance, en fait, nous avons la première grande organisation juive du monde.
Et il fallait attendre l'arrivée du mouvement sioniste, le congrès sioniste. D'ailleurs, ce congrès sioniste va copier exactement la manière d'agir, la manière de faire des gens de l'Alliance pour avoir une autre grande organisation. Donc, c'est de France et de ce judaïsme émancipé que l'on voyait disparaître, n'est-ce pas, qu'est sorti vraiment ce nouveau lien, cette reconstruction du judaïsme qui, à l'heure actuelle. Dernière question avant de passer la parole à la salle. J'ai aussi, vous en avez parlé pendant votre exposé et ça m'a marqué, le fait que vous n'aviez pas souhaité écrire une histoire lacrymale des Juifs. Oui. Quelque chose qui me paraît extraordinairement important parce que c'est quand même toujours plus agréable d'abord de penser que le peuple juif, comme n'importe quel peuple, a été l'acteur de son histoire et pas une simple victime des forces environnantes. Mais ça me paraît d'autant plus important de le redire aujourd'hui parce que nous avons un problème souvent en histoire des Juifs ces derniers temps, et c'est assez logique, c'est la prédominance d'études sur la Shoah, dans certains pays en tout cas. Alors peut-être que l'expression vous choquera, mais même d'une concurrence des mémoires et des douleurs, et on le voit certaines fois ces derniers temps, c'est un sujet qui nous intéresse tous les deux, quand on parle de l'histoire des Juifs en Afrique du Nord, où on peut arriver à des aberrations, où on nous dit « Ah mais oui, mais tel massacre au Maroc en je ne sais plus quelle année, c'est pire que le pogrom de Kishinev à peu près à la même période. » Donc, évidemment, ne pas écrire une histoire lacrymale. Et puis, si vous pouvez nous dire quelques mots sur ce que j'appelle imparfaitement la concurrence des douleurs. Ce que j'entends par une histoire lacrymale, c'est une histoire victimaire. C'est-à-dire, c'est une histoire qui ne serait qu'une suite de pogroms. Une suite de pogroms, une suite de massacres. Et je vous promets qu'il y en a. On peut remplir des recueils entiers. Mais c'est oublier d'abord qu'il y a une créativité juive, même entre deux pogroms. Il y a une créativité juive. Cette créativité juive n'est pas seulement dans le domaine religieux, c'est une créativité juive dans le domaine littéraire, dans le domaine liturgique. C'est aussi oublier que en dehors des pogroms, ou bien même quand il y a des pogroms, il y avait toujours des contacts culturels étroits entre les Juifs et leur environnement, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Et ces contacts entre les Juifs et leur environnement, ce sont ces moments qui ont donné lieu à ces courants philosophiques dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi à des œuvres littéraires d'une grande importance, par exemple, s'agissant du judaïsme italien ou même du judaïsme français. Et là, tous ceux qui connaissent Rachid savent, surtout dans cette maison, n'est-ce pas, que la contribution de Rachid, n'est-ce pas, je dirais pas à la culture à la culture du champagne, mais on peut aussi, à travers ces textes de Rachid, voir combien ce personnage est impliqué dans sa société. Donc, et puis, on peut encore continuer et parler de l'art juif, qui est aussi pas un art tombé du ciel, c'est aussi un art dû au contact, sans parler de l'économie. Et l'économie juive, aussi bien dans ce monde méditerranéen qu'ailleurs. Et donc, parler d'une histoire lacrymale, c'est tout simplement effacer tous ces autres aspects qui sont des aspects créatifs de l'histoire juive. Et donc, c'est tout simplement amputer cette histoire que de vouloir parler que des malheurs, n'est-ce pas, qui bien sûr, qui n'ont pas épargné, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait autre chose. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique la richesse de cette histoire. S'il n'y avait eu que des malheurs, s'il n'y avait eu, je crois qu'on ne serait pas là, et nos bibliothèques auraient été des bibliothèques que des monuments n'est-ce pas, et rien d'autre. Donc, c'est pourquoi et puis, je ne vous cacherai pas que c'est aussi, je reflète une tendance de l'historiographie israélienne. L'historiographie israélienne qui, en fait, depuis ses débuts, a combattu toutes les visions lacrymales de l'histoire juive, parce que c'est quoi, finalement, une vision lacrymale? Une vision lacrymale, c'est une vision dans laquelle le juif est présenté comme un objet
opposer des souffrances, opposer des persécutions, alors qu'en fait, il est aussi sujet. Et puis s'il est objet, il est objet comme n'importe quel autre. Mais il est aussi sujet, il a décidé aussi de son sort, il a fait des choix, parfois des choix malheureux, d'autres non, n'est-ce pas? Et puis, donc c'est pourquoi, du moins dans notre historiographie israélienne, on a beaucoup développé cette idée d'une histoire sujet, d'un juif sujet, non pas forcément un juif objet, pour rejeter cette notion d'histoire lacryma, qui est aussi une sorte d'histoire sacrificielle. Donc un tout petit point, si vous voulez bien, sur cette fois-ci la Seconde Guerre mondiale, sur les études de plus en plus nombreuses, à la fois en Israël, en Afrique du Nord, même en France, sur l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient pendant la Seconde Guerre mondiale, marquée par de nombreuses publications ces dernières années, et qui vont de toutes les interprétations. On a vraiment... Alors là aussi, pendant l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord pendant la guerre, c'est un exemple parmi d'autres de cette histoire connectée. Il n'y a pratiquement aucun phénomène de l'histoire juive qui n'ait été répercuté dans toutes les communautés, souvent avec un peu de retard, avec quelques différences, etc. Mais c'est la même histoire. Avant la guerre, il y a bien sûr l'antisémitisme français, n'est-ce pas? L'antisémitisme français, si on oublie ce qui est arrivé en Algérie, c'est tout simplement une bonne partie de cet antisémitisme français qui n'est pas comprise. D'autant plus, ce sont les mêmes acteurs qui ont agi d'un côté comme de l'autre. La même chose pour le sionisme. Pendant des années, on a présenté le sionisme comme une sorte d'idéologie juive qui n'est touchée que les communautés ashkénazes. Or, les recherches ont montré que, en fait, déjà, au premier congrès de Bâle, au premier congrès sioniste de Bâle, il y avait des délégués nord-africains, notamment, à Bâle et séfarades, et que, immédiatement, dès la fin du XIXe siècle, les premières associations sionistes se sont créées au Maroc, en Tunisie ou ailleurs. Et puis, donc, là aussi, c'est un exemple qui montre combien cette histoire juive, c'est une histoire assez universelle. Et puis arrive aussi la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons absolument évidentes. Pendant les premières années de recherche sur la Seconde Guerre mondiale, on s'est intéressé à la situation des Juifs en Europe. Et puis, là aussi, avec les recherches récentes, on constate que les Juifs aussi, des pays séfarades, des pays musulmans, n'ont pas été épargnés par la guerre, à commencer par les Juifs d'Afrique du Nord, pour une raison assez simple. C'est que Vichy gouvernait de part et d'autre. Et si Vichy gouvernait de part et d'autre de la Méditerranée, les mêmes lois anti-juives ont été appliquées avec la même dextérité, parfois même plus, en Algérie qu'en métropole par le régime de Vichy. Et puis, il n'y avait pas que l'Afrique du Nord, il y avait aussi la Syrie aussi qui était sous domination anglaise, et puis il n'y avait pas que la Syrie, c'est aussi l'Irak où régnait un quarteron de généraux pro-nazis. Et à la fin, on a l'impression qu'en fait que c'est la même histoire et que les différences, heureusement d'ailleurs, que les différences étaient des différences, disons, de temporalité, de timing. Par exemple, tout le monde sait aujourd'hui que si les Américains, les Alliés n'avaient pas atterri en Afrique du Nord le 9 novembre 1942, eh bien, une partie des Juifs d'Algérie, nous le savons aujourd'hui, aurait connu probablement le même sort que les Juifs du sud de la France. Mais tout était là, c'est-à-dire tout le scénario était prêt. Et parfois aussi, grâce à cette histoire des marges de la Shoah, on apprend plein de choses sur la Shoah elle-même. Par exemple, je prends le cas de l'Afrique du Nord. En Afrique du Nord, il n'y avait pas d'Allemands. Il n'y avait pas de nazis en Afrique du Nord. En dehors de Tunisie, oui, ça c'est un cas à part, des 6 mois. Mais il y a tout, mais les Juifs d'Afrique du Nord ont tout eu, en dépit de l'absence des Allemands. La réalisation, le numerus clausus, et tout le reste, pardon. Le rassemblement, tout ce que vous voulez. Et là, c'est la preuve, en fait. Contrairement à la fameuse thèse du glaive de
Pétain, c'est aujourd'hui, n'est-ce pas, n'est-ce pas? À la fameuse thèse sur laquelle, en fait, c'est les Allemands qui ont obligé Pétain à appliquer ces lois anti-juives. L'Afrique du Nord, il n'y avait pas d'Allemands, en dehors des 6 mois de Tunisie. Et toutes les lois anti-juives ont été appliquées en Afrique. Ce qui montre, en fait, qu'on n'avait pas besoin d'Allemands, d'ailleurs, pas seulement en France, mais un peu partout. On n'avait pas besoin des Allemands, n'est-ce pas, pour passer à une politique anti-juive très, très, très active. C'est vrai de la France, c'est vrai aussi de la Hongrie, c'est vrai de la Roumanie, c'est vrai de... Donc, il y a cette histoire connectée, et puis cette histoire, comme je vous disais tout à l'heure, elle enrichit aussi notre perspective, cette histoire des marges, enrichit notre perspective sur ce qui s'est passé dans le centre. S'il y a des questions dans la salle, alors on va vous passer un micro, parce que nous sommes filmés. Ma question s'adresse à l'historien. Dans ton exposé, tu as indifféremment utilisé histoire juive, histoire des juifs, histoire du peuple juif. Il doit probablement y avoir une différence entre ces trois notions. Il faudrait que tu essaies de nous l'expliquer. Et d'une manière plus générale, est-ce que cette histoire, bon, appelons-la des juifs ou juives ou du peuple juif, n'a pas été plutôt faite par les autres? Est-ce que ce ne sont pas les autres qui ont fait notre histoire? Voilà, je voudrais que, si tu peux préciser ces questions. Non, faire cette histoire, c'est qui ont écrit cette histoire ou bien non, qui ont enfin, l'histoire que l'on écrit, c'est les autres qui l'ont faite pour nous. C'est ça, je voudrais savoir. Tout d'abord, histoire juive, histoire des juifs, histoire du peuple juif. L'histoire juive, c'était un lapsus. Mais l'histoire des juifs ou l'histoire du peuple juif, c'est vrai. Si, par exemple, je parlais de l'histoire du peuple juif, l'histoire des juifs de France au XIXe siècle, on m'aurait étriqué. Il n'y a pas de peuple juif. Alors, mais il y a une période à laquelle on peut parler d'histoire du peuple juif, quand il y avait cette conscience. Mais j'ai utilisé le thème de peuple et non pas de nation. Il y a cette différence. Nation, c'est un peuple, d'accord. Je pense qu'il y a un peuple juif, mais nation, c'est généralement avec des objectifs politiques. Des objectifs politiques, la réalisation d'un rêve politique. Et c'est un fait, on ne peut pas dire que tous les juifs veuillent aboutir au même but politique. Il y a des différences. On ne peut pas parler de nation. Mais je ne te cacherai pas que j'ai beaucoup hésité entre l'histoire des juifs et l'histoire du peuple. Même pour moi, ça n'a pas toujours été clair. Je l'admets. Quant à ta deuxième question, la question de... On se tutoie parce que nous nous connaissons depuis hier seulement. D'accord. Et quant à ta deuxième question sur l'histoire, tu sais, d'une certaine manière, toutes les histoires ont été faites par d'autres. C'est vrai pour tout le monde. Est-ce que l'histoire de France, tu peux comprendre l'histoire de France sans l'histoire du rapport de la France à l'Allemagne, du rapport de la France à son environnement, le rapport de la France ancienne à Rome. Et donc toutes les histoires sont des... C'est-à-dire, il y a... C'est pas une échappatoire, n'est-ce pas? Il y a une part interne. Cette histoire, c'est quand je parlais à chaque fois des valeurs, des idées, etc. Et puis il y a aussi l'interaction. Et cette histoire juive, c'est une histoire aussi d'interaction avec l'environnement. Mais donc il y a cette double dimension. Donc je ne dirais pas que... Mais peut-être que, comme bien sûr, n'oublions pas non plus que finalement, c'est une minorité infime des Juifs. Et en tant que minorité infime, on ne peut jamais être le maître ou les maîtres de leur destin. Donc, ça va dans le sens de ce que tu disais, mais je n'annule pas les choix des groupes, les choix des communautés qui ont, par exemple, je parlais tout à l'heure du maralisme. Le maralisme, si c'était que l'histoire des autres, ben, non. Oui, d'accord, mais s'il n'y avait que l'histoire des autres, eh ben, le Maran aurait depuis longtemps disparu. D'accord. Il y a des retours qui n'ont pas d'ailleurs des retours faciles, des allers-retours plutôt. D'accord. Donc il y a malgré tout une volonté
Et donc, il y a ces interactions, et puis on peut trouver des causes peut-être, sauf, mais véritablement, sauf au XIXe siècle, quand il y avait une réelle volonté des Juifs de se diluer, du moins en Europe, occidentale. Et là aussi, il y a eu le rejet de l'antisémitisme, mais il y a toujours eu une lecture juive de la réalité. Même quand elle était la plus difficile, on essayait à chaque fois de trouver une réponse. Les Juifs ont toujours essayé de trouver une réponse à la réalité, mais ils ne sont jamais laissés entièrement aller, entièrement inondés, n'est-ce pas, par la réalité. Alors vous dites juste qu'au XIXe siècle, il y a donc en Europe cette volonté de se diluer selon votre expression. Alors comment vous expliquez que justement, est-ce que cela vienne d'Europe, ce sursaut qui va provoquer, vous venez de le dire, la création de l'Alliance, puis le sionisme politique, etc., etc. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement assez soudain finalement par rapport à ce que vous analysez? Oui, il y a deux choses. La première, c'est vraiment la Scala, le mouvement de la Scala. On n'a pas suffisamment souligné l'impact énorme de la Scala sur le devenir. Au début, la Scala, c'était quoi finalement? La Scala, au début, ça a commencé comme une sorte d'opération d'apologétisme. C'est-à-dire, oui, d'accord, on va vous montrer, nous, juifs allemands, combien notre tradition juive peut cadrer parfaitement avec la civilisation machin, au lieu de nous traiter de sauvages, etc. On va vous montrer ce qu'il y a d'allemand, je vous dis ce qu'il y a d'européen dans notre culture. Et puis, pour le montrer, il faut commencer à étudier. Alors, on a commencé à étudier cette culture juive. Et au fur et à mesure, de proche en proche, on a commencé vraiment à trouver des choses extraordinaires dans cette culture juive que l'on ignorait. Parce que la culture juive jusqu'au XIXe siècle, c'était la culture juive des yeshivot et des Talmud et Torah, rien d'autre. Et puis là, nous avons des philologues, des linguistes, des historiens qui vont commencer vraiment à analyser les textes avec leur regard de scientifique. Et c'est ainsi qu'ils vont eux-mêmes déceler, trouver de véritables trésors. Et puis, ce trésor, ils ont constaté qu'il faut rajouter. Et l'aspect apologique aussi était très intéressant. À ce cas-là, il a commencé d'ailleurs par s'occuper de préférence du judaïsme séfarade. Du judaïsme séfarade et notamment de l'œuvre des grands penseurs séfarades espagnols. Parce que les juifs allemands voulaient montrer, ils avaient une idée politique très nette. Ils voulaient montrer que les juifs peuvent aussi être un élément très constructif pour la société si on leur accorde de la tolérance, s'ils bénéficient de la même tolérance que les autres. La preuve, le judaïsme, c'est pas le judaïsme espagnol. Le judaïsme espagnol a énormément fait pour l'Espagne, pour la gloire espagnole, parce que les juifs espagnols vivaient, n'est-ce pas, c'est ce qu'on disait, bien sûr, c'est un peu exagéré, vivaient dans une ambiance de tolérance. Il y avait un message politique, mais peu importe, ce message politique. Le plus important, c'est qu'on a commencé à véritablement à découvrir ce passé, à découvrir la tradition juive, à découvrir l'histoire des poèmes en judéo-français, par exemple, sur le meurtre rituel. Et puis à la fin, on s'est retrouvé avec non seulement avec une véritable civilisation juive qui dépassait de loin les limites de la yeshiva ou les limites. Et donc, on a commencé à prendre conscience de l'existence de cette civilisation juive. Donc, l'existence de cette civilisation juive, c'est le premier de cette continuité juive, avec des œuvres magistrales comme celle de Gretz. Et puis, ça c'est la première cause. La deuxième cause, c'est pour l'antisémitisme. L'antisémitisme, le hasard ou non, mais les maîtres des Lumières françaises, par exemple, ce sont aussi les chantres de l'antisémitisme. Il faut juste voir ce que certain Voltaire a écrit sur les Juifs. D'accord ? Et puis, on arrive au XIXe siècle, Napoléon et tout le reste. Et l'antisémitisme a obligé les Juifs, et notamment un Bernard Lazare,
c'est l'exemple le plus parfait, Bernard Lazare. Bernard Lazare voulait disparaître. Et puis, il était même l'ami d'Édouard Drummond. Et voilà, arrive la fin de Dreyfus, et Bernard Lazare est obligé, n'est-ce pas, de se ressentir ou de sentir plutôt qu'il y a ce retour. Et puis, bien sûr, la guerre. Je voulais dire que la problématique qu'a soulevée votre ami, elle s'explique aussi par le fait que les Juifs n'ont jamais été une nation, comme vous avez dit. C'était plutôt comment dirais-je, une civilisation peut-être, un peuple, mais ce n'était pas une nation. Ce qui explique aussi qu'ils n'étaient pas maîtres de leur destin, ils avaient toujours des maîtres, ils avaient toujours un gouvernement qui les soumettait ou qui ne les soumettait pas. Enfin bon, voilà. Oui, mais j'ajouterai malgré tout, si on quitte un peu l'Europe occidentale, on se transpose en Europe orientale, dans la Russie de la zone de résidence, où la densité du peuplement juif était énorme, il y avait de véritables formes de gouvernorat. De gouvernement juif local, d'administration juive locale, avec tout ce qui... Oui, mais avec toujours une idée de suggestion. Oui, mais par exemple, on a dans cette Europe orientale, il y a une véritable structure gouvernementale qui s'appelle la structure des quatre communautés, qui était une véritable structure. Vous parlez quoi, du Birobidzjan ou Non, je parle du 17e, 18e, 19e siècle. D'accord, des 17e. gouvernorats. Le gouvernement des quatre pays, Vad, Arba, c'était un véritable gouvernement des Juifs, et d'ailleurs, ça cadrait parfaitement avec la vision politique des autorités locales. Et juste pour ajouter ce point, moi j'ai parlé de ce réveil de la Scala et du peuple juif, etc. C'était un réveil pour les Juifs occidentaux. Mais pour les Juifs d'Europe orientale, on n'avait pas besoin de ça. D'abord, c'était l'Europe orientale, c'est une mosaïque de populations dans lesquelles religion et ethnie ou religion et nationalité étaient fusionnelles. On ne pouvait pas être polonais et protestant. À ma connaissance, ça n'existe pas, peut-être aujourd'hui. Un polonais peut être que catholique. Ça existe maintenant? Avant, beaucoup? Pas beaucoup, mais disons, c'est-à-dire que on ne pouvait pas être russe et non orthodoxe, comme on ne peut pas être grec d'ailleurs. Je sais que ça existe. Voilà. On peut. Voilà. Donc alors, et pour les Juifs d'Europe orientale, l'idée d'une nationalité juive ou d'une conscience nationale juive ou d'une conscience ethnique juive était évidente. Alors que pour les Juifs d'Europe occidentale, pour ces Juifs assimilés, il fallait passer par la Scala. Oui. Oui, je voudrais savoir pour quelles raisons, enfin, vous avez peut-être exploré un petit peu d'autres nations, pour quelles raisons, par exemple, en Angleterre, qui était un pays évolué, en Allemagne, n'a pas existé effectivement cette idée de vouloir aider les autres. Est-ce qu'il n'y a pas pour la France une connexion entre la philosophie qui avait lieu à l'époque, c'est-à-dire les Lumières, etc., cette ouverture d'esprit, etc., et puis aussi ce groupe de juifs français qui tout à coup a découvert les autres? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas eu une influence? Est-ce que vraiment l'état d'esprit qu'il y avait en France à cette époque-là, c'est-à-dire au XIXe siècle, l'ouverture vers les autres, etc., a fait en sorte que des Crémieux, que des Carvalho, que des choses comme ça, se sont ouverts naturellement vers les autres. Ils ont pensé effectivement alors qu'en Allemagne, par exemple, je pense que le judaïsme allemand, c'était un judaïsme qui voulait se distinguer des autres. C'est-à-dire qu'il n'avait pas effectivement une volonté vraiment d'ouverture. C'était un sentiment un peu de on n'est pas comme les autres. La philosophie allemande, les juifs allemands étaient très imprégnés effectivement de la culture allemande, etc. Ils étaient considérés des séparades un peu comme des gens d'une autre espèce, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas. Est-ce que... Non, alors je veux savoir, est-ce que... La réponse est assez simple.
c'est que les Juifs d'Europe, les Juifs de France étaient les premiers émancipés. L'Allemagne, Voilà. l'émancipation des Juifs en Allemagne, il fallait attendre 1870. 1870. C'est pour que les Juifs d'Allemagne et tous les Juifs d'Allemagne jouissent de l'égalité. L'Angleterre, c'est encore plus compliqué. Les Anglais, il n'y a jamais eu de déclaration d'émancipation. C'était une émancipation très, très pragmatique. Donc, pendant un bon moment, les Juifs de France étaient vraiment les seuls Juifs, eux, les Juifs de Hollande, étaient les seuls Juifs émancipés d'Europe. Donc, ils pouvaient se permettre. Et puis, il y avait des courants d'idées en France, qui ont préparé l'avènement de Et l'un des courants les plus importants, c'est les Saint-Simoniens. Et vous avez parlé de Carvalho, etc. Les Saint-Simoniens ont préparé vraiment les esprits. D'abord, les Saint-Simoniens ont préparé une sorte de messianisme laïque, les Saint-Simoniens. C'est une sorte aussi de mythologie de l'Orient chez les Saint-Simoniens. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que de tous ces pays, la France, l'Allemagne, la France a été la première à entrer, à coloniser d'abord un pays avec une très forte population de vie, l'Algérie, et puis avoir, disons, des rapports très étroits avec l'Orient. Alors, cela dit, quand les Allemands, pour revenir aux Allemands, les Allemands, jusqu'en 1870, leur but, c'est de démontrer qu'ils étaient de très bons Allemands. Donc, c'était certainement pas le moment pour les Allemands de montrer qu'ils étaient de bons Juifs à l'égard d'autres. C'est l'inverse. Et quand, d'ailleurs, les Allemands ont eu leur émancipation, la première chose qu'ils ont faite, c'est de créer un mouvement qui ressemble étrangement à l'Alliance israélite. C'est Ezra, qui lui aussi a voulu faire diffuser la langue allemande dans le bassin. Mais l'Allemagne n'avait pas d'empire colonial. Donc c'est resté un peu... Alors les Anglais, oui, ils avaient un empire colonial, mais leur empire colonial était en Inde. Même une personnalité comme Montefiore, Ah oui. qui est l'un des collègues de Crémieux. Oui, mais Montefiore, c'est assez intéressant parce que Montefiore, c'était la solidarité à l'ancienne. Quand Montefiore est arrivé en Palestine, ben, tout ce qu'il a voulu faire, c'est aider les pauvres de Palestine, les aider de façon très correcte, en leur faisant ce fameux moulin qui ne marche pas. Mais ça, c'est sans problème. Pardon? Ah oui, un très beau quartier, un quartier absolument. Donc, mais il voulait, mais alors que l'Alliance, mais c'est ça toute la nouveauté. L'Alliance, c'est les écoles. Et plein d'autres choses encore. Mais c'est les écoles, ça y est, que l'Alliance a voulu transformer les communautés. Mais transformer jusqu'à un certain point, n'est-ce pas, M. Sarfati? Pas plus du certificat. Pourquoi? Parce que, surtout pas au-delà, parce que le certificat d'études nous permet d'avoir quelques rudiments en calcul, dans les langues, pour faire des petits fonctionnaires, des petits employés. Mais au-delà, un de vos prédécesseurs à l'école normale, M. Nard, disait, on n'a pas besoin d'ingénieurs, de médecins, nord-africains, etc. C'est pas monsieur, c'est un autre, c'est Naon. C'est Naon. Le plus important, c'est vraiment faire des gens qui sachent comment calculer les prix sur les marchés, dans les boutiques. Mais c'est quand même un peu. Vous avez dit tout à l'heure, en parlant de Dreyfus, que l'affaire Dreyfus était la lutte des républicains contre le républicanisme contre Entre autres. Mais il y a quand même une dimension que vous laissez de côté qui est invisible. Ah oui. Non, je n'ai pas laissé de côté. Non, mais je veux dire, ça n'est pas qu'un empire. Non, mais c'est-à-dire à la fin. C'est vrai que nous parlons tous de l'affaire Dreyfus comme c'est une catastrophe. Mais finalement, l'affaire Dreyfus se terminait par quoi? À la victoire des Dreyfus. C'est la victoire de Dreyfus. Il a mis un certain temps quand même. Oui, d'accord. Mais... c'est un raccourci, mais je vous promets que c'est un raccourci.
Mais disons, on peut le prendre comme ça. J'oublie pas que c'est à cause de Dreyfus qu'un certain Theodor Herzl a écrit son Judenstaat. Non, je n'oublie pas. Mais disons que si on peut voir, si on peut analyser l'histoire dans une perspective toute positive, alors pourquoi ne pas parler de l'échec des antiqués? Mais bien sûr, c'est vrai. D'autres questions? Bien, et il ne me reste plus qu'à remercier encore une fois très chaleureusement Michel Abitbol. Merci à toi. Vous signalez que son livre est en vente à l'entrée de la salle et que vous pouvez vous le faire dédicacer.